Je suis Alain Novak Mpoui, directeur général intérimaire de Vision Fund DRC, filiale de Vision Fund International. Le FPM, c'est une entité catalyseur, un acteur majeur dans la construction et le développement d'un système financier inclusif, responsable et pérenne. Le FPM SA nous a accompagnés par le financement dans la croissance de notre portefeuille en mettant à notre disposition des lignes de crédit à des bons taux. Je dirais aussi que le FPM a été à l'écoute pendant cette période de crise où la plupart des institutions qui œuvrent dans le financement nous regardent de loin. Je peux recommander le FPM à d'autres structures comme la nôtre parce que c'est une entité qui a en son sein non seulement les capacités de refinancement, mais également les capacités en assistance technique qui sont très demandées par les institutions pendant cette période très difficile. Je réponds au nom de Madame Padibamba Sophie, mère des enfants et commerçante. Vision Food est une institution de microfinance appelée autrement banque qui donne des crédits aux gens œuvrés dans des petits commerces. Je suis cliente. Vision Food est mon partenaire. Si, j'ai déjà recommandé presque des personnes et ces gens-là évoluent très bien. Et parce qu'ils ont vu comment j'évolue et eux aussi, ça les a aussi aidés. Et ils évoluent très bien. Ils m'ont même dit merci. Carlos Karambaï est censé nous parler des grands axes de la thématique Covid-19, Fonds de garantie pour MPME. Je suppose qu'il est prêt pour donner sa première intervention. Carlos. Merci Al pour la parole. Et je commencerai mon mot en remerciant son Excellence, Monsieur le Ministre, pour avoir accepté particulièrement d'être parmi nous et débattre sur ce thème qui s'impose dans la situation des crises actuelles. Alors, à nos différents participants, en vos titres et qualités, je tiens aussi à vous remercier pour cette confiance que vous accordez au FPM en général. Alors, je commencerai par donner un cadre général de l'environnement macroéconomique de la RDC. Et nous savons tous que notre pays est fortement secoué par cette pandémie qui, du reste, ne nous a pas épargnés. On peut voir les chiffres. La croissance, quoique très lente par rapport au reste du monde, par rapport à l'Europe, mais il y a eu des efforts non négligeables qui ont été faits par le gouvernement dès le début de la pandémie en mars avec le confinement. Et nous constatons aussi qu'il y a une deuxième vague qui est en ce moment qui pointe à la porte et le gouvernement venait encore de prendre certaines mesures. Alors, je vous guiderai dans ma petite présentation vers l'impact et plus ou moins l'effet néfaste qu'a causé cette pandémie, mais aussi et surtout les mesures qui ont été prises pour pouvoir y remédier. De prime abord, slide suivant, au niveau du produit intérieur brut, nous pouvons voir la tendance actuelle et que pour une première fois depuis pratiquement les 15 dernières années, en 2020, nous allons terminer avec une croissance négative de notre PIB qui est estimée pratiquement à moins 1,7% de croissance. Il faut le dire que l'économie étant comprimée, nous avons une économie de façon générale qui est extravertie, c'est-à-dire qu'elle dépend principalement de l'exportation des matières premières qui nous permet d'acquérir la devise. Et cette devise, par ricochet, nous permet d'obtenir les produits de première nécessité. Malheureusement,
tous ces produits sont quasiment importés parce qu'il n'y a pas le secteur de la production, de l'industrie qui reste encore très précaire, ce qui signifie à la longue que toute la devise qui entre au niveau du pays se retrouve ressortie d'aussitôt via l'importation des produits de première nécessité. Et cela affecte sensiblement la croissance économique du pays, qui fait que, évidemment, avec la fermeture des frontières, nous n'avons pas pu suffisamment exporter la matière première d'une part, mais d'autre part, il y a eu une légère chute des cours de matières premières et de la demande au niveau de la Chine, qui est l'un des plus grands importateurs de nos matières premières. Et d'autre part, le lock que nous avons connu dans l'économie, pas de sortie, a fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges en acquisition de produits de première nécessité. Et cela se reflétait dans le slide suivant. Nous verrons qu'on a connu un taux d'inflation qui est resté quand même assez prononcé, où on a frôlé les 15% quand on voit la ligne rouge. Et quand on voit la ligne bleue, c'est l'année 2019, on sent qu'il y a eu une bonne stabilité. Ce qui fait que ce taux d'inflation est aussi dû principalement au graphe suivant, qui est celui du taux de change, qui a connu aussi une certaine instabilité, mais on peut voir que depuis 2015, le taux était à 928 en 2016, c'est-à-dire que nous avons quand même connu des séquences de choc. La chute des cours des matières premières en 2017 et 2018, à part le choc économique, nous avons une fois de plus été secoués par la crise économique en fin d'année et qui ne nous a pas du tout arrangé. Et on peut voir que le cumul des réserves au niveau de la Banque centrale en mois d'octobre atterrissent pratiquement à 600 millions, ce qui est vraiment un taux, l'un des taux les plus bas. Et cette devise devra en principe soutenir la monnaie locale et soutenir les importations. Et cela nous emmène à une réflexion, c'est-à-dire que nous avons intérêt de profiter de cette situation qui relève du choc de l'économie dû au manque de production, ce qui fait que de nos jours, avec un pays qui a un taux de chômage qui serait autour de 60%, mais nous avons des activités génératrices de revenus. L'initiative reste très, très élevée au niveau des micro, petites et moyennes entreprises qui devraient en principe constituer le socle. Il se fait que leur soutien reste très important parce qu'une production locale nous éviterait tant de chocs liés tout justement à l'exportation des matières premières et principalement à l'acquisition de la devise étrangère pour acquérir les produits de première nécessité. Alors, on peut voir l'impact au niveau des micro, petites et moyennes entreprises dans le slide suivant, où nous avons pratiquement près de 33% des chefs d'entreprise ont estimé que les choses se sont améliorées au cours de cette période, contre 10% qui signalent une détérioration. Évidemment, il y a aussi 40% des chefs d'entreprise qui décrivent comme mauvaises ou très mauvaises les perspectives de croissance de la RDC. Nous avons connu un choc entre le mois de mars et le mois de juillet dû au confinement. Évidemment, après la levée des mesures de confinement strict, l'économie a légèrement repris. Il y a une nette amélioration, mais on peut constater qu'en dépit de cela, il y a près de 40% des chefs d'entreprise aujourd'hui qui restent très pessimistes sur le développement futur. Et dans le slide suivant, on peut voir que au-delà de cet aspect de choses, nous avons quand même un taux de chômage qui reste très, très élevé. 39% emploient moins de personnel à plein temps qu'au même moment l'année passée. C'est-à-dire que la compression a fait en sorte que ces petites et moyennes entreprises qui servaient tout justement de socle de recrutement d'emplois et de source de revenus pour certains se sont vues obligées de se séparer d'une bonne partie de leurs employés. Espérons qu'avec cette reprise, ils vont se relancer. Mais là est la grosse question. Quel a été l'impact
de cela dans le secteur financier en RDC, qui a connu un véritable choc. Le slide suivant nous montre combien est-ce que le secteur financier en RDC a dû supporter ce choc pendant un temps. Et là, nous avons pratiquement au niveau du secteur bancaire, on peut voir et on peut constater que la tendance a été au ralenti, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de refinancement à l'économie pendant la période de crise où il y a eu ce ralentissement, ce qui fait que les petites et moyennes entreprises, quoique en train de faire face à la pandémie, n'avaient pas de source de refinancement les permettant de pouvoir relancer ou tenir le cap. Et le graphe suivant, au niveau de la microfinance, la situation s'est davantage creusée, où on a quand même vu que c'était encore beaucoup plus fort, une décroissance assez considérable, mais l'impact qu'il y a eu au niveau de la qualité du portefeuille, pourquoi cette frilosité de la part des institutions financières? Le graphe suivant nous montre la qualité pratiquement du portefeuille au niveau de ces institutions financières. Au haut, on peut très bien voir qu'au niveau du secteur bancaire, il y a pratiquement une forte stagnation, la ligne rouge, presque une détérioration, mais qui reste très trompeuse parce qu'au-dessus, nous avons le provisionnement. Avec la mesure de restructuration, il faut plus voir la dimension du provisionnement qui a sensiblement augmenté. Mais lorsqu'on jette un œil dans le graphe plus bas, c'est-à-dire au niveau du secteur de la microfinance, on voit carrément que le portefeuille a fortement explosé et on le projette même jusqu'à 35%. Alors, ça pose une problématique. Ce secteur qui est constitué comme étant le socle du développement, la base. Nous n'avons pas des grosses entreprises qui peuvent absorber une grande capacité d'emploi. Donc, on se rabat sur ce secteur qui est prometteur, mais aujourd'hui qui est vraiment en souffrance. Et ce secteur ne peut pas se développer sans un appui financier. Dans le secteur financier, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est cette frilosité, cette peur de risque. Et la réflexion aujourd'hui est comment emmener le secteur financier à pouvoir accompagner ce secteur de la micro, petite et moyenne entreprise qui est supposé être à 70% informel et d'autre part très risqué pour plusieurs raisons. Pas d'état financier audité, pas suffisamment de couverture en garantie et pas suffisamment de connaissances dans la gestion et dans la gouvernance des micro, petites et moyennes entreprises. Mais elles doivent avancer. Ainsi, nous voulons aujourd'hui réfléchir sur ce thème. Parmi les mécanismes de risque, on parle du fonds de garantie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fonds de garantie est une attente pour le secteur? Est-ce que c'est une piste de solution? Est-ce que ce fonds de garantie peut nous aider à résoudre tout justement cette péréquation qu'il y a dans cette économie et ce déséquilibre entre le besoin réel de la masse, qui sont les micro, petites et moyennes entreprises, et la configuration du secteur financier qui reste très élitiste? Est-ce que le fonds de garantie apporte la solution? Alors, je n'irai pas dans le détail, Al, je laisserai plutôt nos différents intervenants sous différents axes pouvoir aborder ce point afin que nous puissions réellement voir si est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à accueillir ce fonds de garantie comme étant, je dirais, entre guillemets, une certaine manne qui tomberait du ciel au profit de la grande masse de la population qui en a réellement besoin. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Carlos. Lorsqu'on vous entend parler, on s'aperçoit justement que notre économie a beaucoup de faiblesses structurelles, en l'occurrence ce caractère complètement informel qui, en réalité, consacre une fracture entre l'État et les opérateurs économiques. En cas de crise, les opérateurs économiques se tournent vers l'État et l'État leur dit « je n'ai pas d'instrument pour vous ». Mais pourtant, cette affaire de fonds de garantie a un côté très sexy en politique et le chef de l'État l'a véritablement utilisé dès son arrivée et l'a annoncé aux jeunes comme étant un des instruments pour être en mesure de les faire avancer. Et tout à l'heure, justement, nous allons avoir le privilège d'écouter son Excellence, Monsieur le ministre des classes moyennes PME-A, qui va nous dire plus ou moins entre les annonces du chef de l'État et du gouvernement et les réalités, qu'est-ce qui s'est passé. Excellence, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Al Kitege, notre modérateur.
Merci aussi à M. Carlos Calambay qui a fait un exposé, à mon avis, complet et brillant, qui nous a contextualisé un peu la problématique. C'est très important. Et moi, je voudrais, du côté gouvernemental, apporter quelques informations sur, de manière générale, la politique du secteur des PME. Ensuite, m'appesantir de manière spécifique sur ce qui a été fait dans la mise en œuvre de ces fonds de garantie. Mais bien entendu, le contexte de COVID-19, il est particulier, non seulement pour notre pays, mais pour le monde entier. Je pense que de l'exposé de Carlos Calambay, nous allons juste retenir que le monde entier a connu ce qu'on appelle un déficit ou un impact négatif en matière et de production et de consommation. C'est encore une pandémie qui a frappé à la fois l'offre et la demande. Et elle a été, cette pandémie, tout à fait implacable, aussi bien avec les grandes, les moyennes et les petites puissances. Donc, personne n'a été épargné, que ce soit en vie humaine, mais aussi dans la vie économique des entreprises. Ça, nous avons retenu. Maintenant, quelle pourrait être la solution, quel pourrait être l'apport du gouvernement face à cette problématique, dont la solution serait, comme il a dit, le refinancement des activités économiques. Alors, moi, je voudrais faire une approche tout à fait holistique. Je vous présente d'abord, de manière générale, le programme du gouvernement. Alors, on est à la première page de notre présentation. Il se dénomme tout simplement Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Bien sûr, cette thématique-là, développement des PME, quelle perspective? En fait, dans les PME, on a l'entrepreneuriat de manière globale. Et nous avons comme politique sectorielle ces programmes-là qui contient à la fois le diagnostic complet et pertinent du secteur, lequel diagnostic reste valable en dépit de la survenance de Covid. D'ailleurs, ce diagnostic est tout simplement aggravé. Ensuite, il y a des pistes de solutions concrètes. Si on voit bien la carte du Congo qui est là, nous déclinons tout en 3C. 3C qui symbolisent, premier C, la capacitation ou la formation. Deuxième C, c'est le crédit ou les financements. Le troisième C, bien sûr, tout ce qui est contrat des marchés. Et vous avez, bien sûr, comme objectif, bâtir un écosystème entrepreneurial qui soit pertinent. Il est important d'adresser les problèmes de manière holistique parce qu'aujourd'hui, nous voulons que les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs soient formés. Et lorsqu'ils sont formés à la fois du point de vue théorique, pratique, à travers les coachings, à travers le mentorat, à travers même des formations comportementales, ben, ils deviennent alors des véhicules qui sont propices à porter un financement. Et lorsqu'ils sont formatés comme ça, il y a le deuxième C qui est le crédit ou le financement qui vient en appui. Et lorsqu'ils ont reçu les financements, il faut bien que nos entrepreneurs puissent accéder au marché. Nous allons probablement revenir aussi sur cette question des marchés lors des questions et réponses, parce qu'il faut arriver à créer ce qu'on appelle un cercle vertueux qui nous permet de sortir des aberrations qui pourraient faire que des personnes formées n'aient pas de financement, ou encore des personnes non formées reçoivent des financements mais sans débouchés, ou tout simplement des personnes qui peuvent avoir des débouchés mais qui n'ont aucune qualification en termes de formation, encore moins un financement. Et donc, il faut bâtir de manière tout à fait holistique les secteurs. Je vous invite à passer au point 3 qui est vraiment, qui touche à la problématique aujourd'hui, les FOGEC, le grand 3.
Alors, si du côté de ce que nous avons appelé capacitation, formation, il y a des réformes qui sont en cours, notamment notre Office de promotion des petites et moyennes entreprises, OPEC, qui va devenir Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, avec aussi un appui en termes d'apport de quotité pour son fonctionnement et pour la mise en œuvre de son programme sur la taxe de la promotion de l'industrie. Mais nous avons aujourd'hui, depuis le 31 octobre 2020, un décret qui crée ce qu'on appelle les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Et c'est déjà chose faite. Ce décret a été signé par le Premier ministre, nous l'avons contresigné. Mais comme il est noté sur les documents, c'est un établissement public qui n'est donc pas une institution financière spécialisée. Je crois que nous avons travaillé avec certains d'entre nous à l'avènement de ces décrets qui nous semble être quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'il est assez spécifique. D'abord, je voudrais noter qu'en termes d'émissions, le fonds va lui mobiliser et collecter les ressources financières au niveau national et international. Ça, c'est important, particulièrement en ces temps où toutes les entreprises attendent un appui du gouvernement. Il faut pouvoir déjà mobiliser et collecter les fonds. Ensuite, l'établissement public, le FOGEC, ne va pas lui gérer ces fonds. Non, parce que nous voulons garantir une gestion de type privé. Et donc, il va juste mettre ces fonds-là qui seront collectés à la disposition des agences et des organismes spécialisés qui sont du reste agréés par la Banque centrale du Congo au titre d'institutions financières spécialisées. Ce sont donc des agences et organismes qui ont un certain cursus, qui ont une certaine expérience et qui ont une certaine maîtrise du terrain. Et quelles sont les possibilités qu'il y a? C'est vrai, on parle beaucoup plus du fonds de garantie, mais nous avons voulu avoir un fonds qui va quasiment au-delà d'une simple garantie. Voilà les axes qui sont là. Alors, le premier axe, bien sûr, il va garantir l'accès au financement des projets, que ce soit des startups, que ce soit des petits, des micros, des moyens entrepreneurs, des artisans. Et là, c'est des financements qui peuvent se faire par les banques classiques et nous apportons la garantie. On a vu d'ailleurs, lors de ces confinements ici liés à cette pandémie, que le gouvernement a même, à travers la Banque centrale et parfois les FPI, mis en place des lignes ou des facilités de crédit, tantôt de 50 millions de dollars, 10 millions. Mais quelquefois, ça a été difficile même pour ces PME d'accéder à ces lignes, tout simplement parce que justement, il fallait avoir une garantie. Et donc, ces fonds-là vont venir déjà répondre à une partie de la problématique. Deuxièmement, nous disons que ces fonds, il va lui-même, à travers la gestion qui en sera faite, il va nous garantir ce qu'on appelle les financements participatifs. C'est très, très important aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, et particulièrement dans ces contextes de Covid, qu'on ait des possibilités d'apporter soit de l'argent aux entreprises avec ou sans contrepartie, avec ou sans intérêt, dans toutes ces modalités, que ce soit le crowdfunding, les crowd investing. Il peut aussi apporter sous forme de prise de participation dans le capital d'une PME, surtout lorsque celle-ci peut s'insérer dans le secteur numérique, par exemple, qui est fortement porteur de croissance, et tout comme il peut apporter des subventionnements. Donc, ce sont des variantes. Toutes les variantes sont prises en compte pour pouvoir répondre à des éléments pratiques de terrain. Et ces fonds, il va même développer la mésofinance, qui est tout à fait à l'intermédiation entre les financements classiques, les microfinancements, et il y a la mésofinance.
Et ça, on peut avoir des lignes concessionnelles de crédit, il reste encore 2 minutes. Des garanties de subventionnement, d'assistance et même tout ce qui est financement des jeunes particulièrement et des femmes à travers des fonds d'amorçage. Alors, je voudrais, parce qu'il me reste très peu de temps, répondre à une question qui me sera certainement posée. Parce que les Congolais disent, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il y aura vraiment cet argent? Alors, il faut savoir qu'une ingéniosité dans la création de ces fonds nous a amené à faire en sorte que les sources de financement du fonds soient indépendantes du trésor public. Et c'est ça qui est très important, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un fonds de garantie dans le secteur des PME. On en a eu avec la loi de 73. Mais cette fois-là, malheureusement, le financement était totalement tributaire du budget de l'État. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux fonds, nous avons des possibilités de financement qui sont totalement indépendantes de l'État. On a une quotité de 0,2% sur tout ce qui sera prélevé sur la sous-traitance dans le secteur privé. Nous avons une allocation du fonds minier pour le financement des PME. Nous avons une quotité à prélever sur les ressources du fonds d'intervention pour l'environnement. Et donc, c'est des financements qui nous viennent essentiellement aussi du secteur privé. Voilà pourquoi il est important que le type de gestion garantisse la transparence et le sérieux dans tout ce qui va être fait. Et donc, voilà un partenariat autour de ces fonds qui va être noué entre le public et le privé avec une gestion de type privé. Les avantages sont multiples, mais tout simplement pour atterrir, je veux dire que notre programme prévoit que le fonds soit opérationnalisé dès le premier trimestre 2021. Et donc, il y aura là une opportunité qui va être saisie tout de suite par toutes les entreprises en matière de financement de leurs projets. Après, je reste vraiment ouvert à toutes les questions qui seront posées en vous remerciant pour votre particulière attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le Ministre. Et d'ailleurs, la première question vient de moi et je voudrais vous la poser tout de suite. C'est juste vous dire, par exemple, que nous avons deux économies. Une économie de l'Est du pays et une économie de l'Ouest. Et nous avons un grand trou dans la partie centrale du pays. Est-ce que dans le cadre de votre action, il y a un effet régulateur qui va être mis en place pour être en mesure de créer finalement une économie nationale où l'Est parle à l'Ouest et en passant par le centre? Je voudrais juste vous donner une petite minute pour répondre à cette question et je vais passer à notre collègue de la Banque centrale. Bien entendu, notre politique est tout à fait nationale. C'est pour ça que le programme lui-même, il est intitulé Programme national de développement des PME. Il fait une photographie de la situation actuelle, que ce soit à l'Est, à l'Ouest, au centre, au nord, au sud. Et nous avons la possibilité d'avoir aussi un management à travers les fonds de garantie qui est aussi national, parce qu'un établissement public, il a vocation à être aussi l'ensemble du pays. Et la dissémination des agences et organismes de gestion, ça sera aussi national. Et là, lorsque nous voyons par exemple nos faiblesses, il faut aller vers ce qu'on appelle des complémentarités, même au niveau des provinces, au niveau des espaces géographiques. Ce n'est pas tout le monde qui va se spécialiser, par exemple, dans la production agricole. D'autres pourraient être dans la production agricole, d'autres dans la production minière, d'autres encore sur d'autres chapitres. Et donc, nous prévoyons la rupture de ce qu'on peut appeler la fracture entrepreneuriale entre particulièrement les villes et la ruralité. Ça, c'est important. Je crois que M. Alki Tengue, vous avez vous-même contribué à cette réflexion, dont nous avons pris une partie de vos réflexions d'ailleurs, en termes d'identification préalable, par exemple, des besoins de couverture nationale en matière d'importation. Si nous avons aujourd'hui une importation massive des médicaments qui nous viennent de je ne sais de quel pays, nous pouvons stimuler la production de ces mêmes médicaments à Bukavu, faire en sorte que ça circule dans les pays. Mais nous avons des gros défis pour ça. Le développement doit être total. Il faut développer les infrastructures, il faut développer l'informatique, il faut développer beaucoup de choses.
Et donc, notre politique, elle est holistique et elle est Vous surtout êtes pragmatique. J'informe juste l'Assemblée, juste une information, que le programme lui-même, il a 15 axes et on n'a pas le temps d'aller axe par axe. Sinon, vous alliez voir combien, sur chaque axe, il y a des réponses pratiques à la problématique de développement, surtout de l'entrepreneuriat dans son ensemble. D'accord, Excellence, Monsieur le Ministre, merci beaucoup. Je vais tout de suite donner la parole à Daniel Kavoula, à qui d'ailleurs je pense vous donner le relais, parce que Daniel Kavoula vient de la Banque centrale, notre régulateur du secteur financier avec un impact sur les besoins d'inclusion économique. Et Daniel va nous dire plus ou moins au niveau de la Banque centrale quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour que nous soyons en mesure d'avoir un fonds de garantie qui réponde à la fois aux normes et aux textes légaux et que l'on soit en mesure d'avoir un impact réel sur les petites et moyennes entreprises et l'artisanat. Daniel. Merci pour la parole, Al. Je voudrais me prendre une minute pour essayer de rebondir sur le questionnement introductif de mon ami Carlos Calambay, quand il disait que est-ce que le fonds de garantie à lui seul suffirait pour améliorer le financement dans cette période de Covid. Je pense qu'il est indéniable que le fonds de garantie va jouer un rôle important parce qu'il permet de fournir un collatéral qui manque le plus souvent, notamment aux PME. Et donc, à ce titre, elle facilite le financement des PME et PMA. Mais je pense aussi que ce n'est pas un élément le plus important. Je pense aussi qu'il faut tenir compte des autres éléments. Lorsqu'on regarde, par exemple, la procédure de sélection de risque de crédit, les banques ont souvent recours à 5 critères. Capital, caractère, les 5 C, comme on les appelle, caractère, c'est-à-dire l'honorabilité de l'entrepreneur, du bénéficiaire, du demandeur de prêt, capital, conditions économiques et collatérales. J'ai manqué peut-être un autre C, c'est les capacités de remboursement. Donc, c'est pour dire que c'est vrai, le fonds de garantie permet de résoudre une lacune, mais il faut encore que les autres conditions soient aussi rencontrées, respectées pour que la sélection de risques soit une bonne sélection. Pour aller directement au questionnement, à la question que vous m'avez posée, je crois qu'il faut d'abord rappeler l'historique, et puis je parlerai peut-être de la réglementation. Dans l'histoire économique de notre pays, on a retrouvé des traces effectivement de l'existence d'un fonds de garantie ou de mécanismes de type de fonds de garantie de crédit. Donc en 76, par exemple, lorsqu'on créait la DGDP, anciennement appelée l'OGDEP, comme on le sait, on l'avait doté d'un fonds de gestion et d'amortissement de la dette. C'est pour justement servir de collatéral et faciliter l'emprunt des sociétés publiques et privées. Tout de suite après, en 78, une loi a été mise en place pour justement réglementer l'octroi de la garantie de la dette, parce qu'il s'agissait, dans le premier cas, d'une garantie de l'État, qui a été mise en place, qui fixait un certain nombre de conditions pour faciliter l'éligibilité à cette garantie-là. Et puis, on peut peut-être citer dans le cadre de cette loi que la SOFIDE, après discussion avec eux-mêmes, indiquait qu'ils ont, par le passé, bénéficié, vers les années 80 en tout cas, bénéficié de lignes de crédit ou de couverture de l'État pour couvrir en fait le risque de change. Parce que, comme on le sait, la SOFIDE levait des fonds auprès des bailleurs extérieurs et ils répercutaient en termes de crédit. Il se trouve que... Allô? Oui, on vous écoute, vous pouvez continuer à parler. Oui, donc je disais qu'il se trouve que cette garantie de l'État couvrait ce risque-là parce que le moment où il répercutait, il y avait peut-être dépréciation de notre monnaie ou d'évaluation, parce qu'on on était en 80, et donc ça permettait cette garantie permettait donc à la SOFIDE de rencontrer ses obligations contractuelles face à ses emprunteurs, à ses prêteurs. On peut aussi citer une ligne de crédit qui avait été octroyée en 84 à l'OPEC, dont on sait, son Excellence a parlé, esquissé les missions de l'OPEC qui vont s'étendre, qui a la mission d'encadrer, de fournir, de renforcer les capacités techniques des PME. Elle avait aussi, l'OPEC, l'Office
avait bénéficié d'une ligne de crédit pour justement servir de garantie aux prêts bancaires en faveur de PME. Donc, et puis récemment ici, il y a un produit qui avait été développé par l'AFD, l'Agence française de développement, ARIS, ça s'appelait, pour justement pousser les banques à financer les PME. Donc voilà un peu sur l'historique, et bien entendu, maintenant avec l'initiative de son Excellence pour mettre en place un mécanisme qui permettrait de garantir les risques supportés par les PME. Voilà, donc pour dire qu'il y a une expérience, d'après l'histoire, on voit qu'on a une expérience de fonds de garantie initiée par l'État sous diverses formes, mais sans réel succès. Donc j'espère que à terme, avec le produit ou l'initiative prise par son Excellence, nous pourrions finalement résoudre ce problème définitivement. Donc, pour ce qui est de la réglementation, voilà. La réglementation, on peut voir, on peut partir du type d'intervention d'un fonds de garantie de crédit pour comprendre qu'il s'agit d'un crédit. Il s'agit d'un crédit sous une autre forme. Cette forme-là est appelée crédit de signature, qui est différent de crédit à décaissement. Et donc, si on interroge la loi dit que pour exercer une des opérations, parce qu'un crédit, c'est une opération de banque, pour exercer une opération de banque, une des opérations de banque, il y en a 3 au regard de la loi, il faut forcément être établissement de crédit. Parce que la loi qui est encore en vigueur avait regroupé sous le vocable établissement de crédit toutes les entreprises qui exerçaient à partir de leur fonction économique qu'est l'opération. Donc, toutes les entreprises qui faisaient à titre de profession habituelle les opérations de banque. Les opérations de banque, il s'agit de la collecte des dépôts, de l'octroi de crédit, de la gestion de paiement et la gestion des moyens de paiement. Donc, à ce titre, si on se réfère à cette disposition, le fonds de garantie de crédit doit forcément prendre la forme d'un établissement de crédit. Et je précise aussi que la loi a prévu 5 catégories d'établissement de crédit. On a le choix entre banque, coopérative d'épargne et de crédit, société financière, institution financière spécialisée ou caisse d'épargne. Donc, lorsqu'on voit le type d'intervention, il s'agira pour le fonds de garantie de n'exercer qu'une seule activité, qu'une seule opération de banque. Il s'agit du crédit. Et donc, nous pensons que la forme qui pourrait être adoptée par ce fonds-là, ce serait soit société financière, soit institution financière spécialisée, si donc cette institution a été créée par l'État. Voilà pour ce qui est de la réglementation. Donc, pour dire qu'une fois que vous êtes reconnu établissement de crédit, la loi vous assujettit au pouvoir de la Banque centrale. Les 3 pouvoirs, c'est le pouvoir réglementaire, le pouvoir de contrôle et finalement le pouvoir de sanction. Le pouvoir réglementaire, il y a donc toute une panoplie d'instructions qualitatives et quantitatives auxquelles les établissements de crédit sont assujettis. Et pouvoir de contrôle, là aussi on a 2 types de contrôle. Un contrôle qui est fait a priori, c'est-à-dire au moment de l'agrément, et un contrôle parce qu'on va agréer non seulement l'institution, mais on agréera aussi les animateurs, les administrateurs, les dirigeants et même les actionnaires. Et puis après, il y a un contrôle qui est appelé contrôle a posteriori, c'est-à-dire pendant toute la durée de vie de cette institution et qui est permanent, un contrôle permanent et un autre contrôle périodique sur place. Et donc, les pouvoirs des sanctions, comme on le sait, qui sont des sanctions administratives ou pécuniaires. Donc, voilà un peu pour dire que un fonds de garantie de crédit au regard de cette disposition qui est là peut facilement opérer au regard des instructions qui sont en place et qui encadrent les activités d'établissement de crédit. Mais seulement, un éventuel fonds de garantie de crédit devrait prendre la forme d'un établissement de crédit de type société financière ou institution financière spécialisée. J'aimerais finir mon propos avec une proposition d'orientation. C'est qu'on se rend compte qu'il y a un besoin évident et une nécessité de susciter la mise en place d'un fonds de garantie de crédit parce qu'il faudra
promouvoir le financement de notre économie et l'émergence d'une classe moyenne d'entrepreneurs. Je fais un travail en fait pour notre projet. Je suis vraiment désolée. Allô? Non, je suis allée là-bas, mais il y avait tellement de bruit, les gens parlaient en désordre. Non, je vais quitter. Bon, excusez-moi. Je comprends tout à fait. Non, c'est pas grave. De toutes les manières, il y a eu, j'ai été déconnectée. Coupez le micro, s'il vous plaît. Coupez le micro de Véronica. Je crois qu'il y a un problème. Allô? Je peux continuer? Daniel, tu peux continuer. Donc, je disais, pour finir, mais il est important de tirer les leçons du passé, donc des contre-performances enregistrées par le passé, de s'inspirer des modèles similaires réussis dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, et adopter un dispositif qui puisse cadrer avec nos réalités. Donc, en tenant compte de la spécificité de notre environnement congolais. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question qui a été posée. La stratégie, elle est là, la réglementation est là. Nous poussons à ce que nous suscitons en fait la création, la mise en place des fonds de garantie, privés comme publics. Mais il faut bien que ceux qui doivent le créer le fassent. Et le fassent en respectant la réglementation. Merci beaucoup. Par contre, je vais tout de suite passer à Eric Mboma parce que finalement, vous avez dit que nous devrions nous inspirer des expériences qui réussissent ailleurs. Eric, est-ce que tu peux prendre la parole et nous donner un petit peu l'expérience du African Volunteer Fund? Oui, mais merci Al pour la parole. Alors, le fonds, le African Guarantee Fund existe depuis littéralement une décennie aujourd'hui. Je pense qu'à partir de l'instant où nous avons un focus, entre guillemets, sur la création d'emplois, que nous souhaitons voir les Congolais avoir une part plus importante dans le bénéfice de la croissance lorsqu'elle frappe aux portes du pays, que nous avons une préoccupation sur l'accès aux investissements directs étrangers, aux investissements congolais d'ailleurs, à travers le système financier, notamment le système bancaire. Je pense que ces préoccupations-là ouvrent la porte notamment à un fonds de garantie. Alors, la question qui consistait à dire est-ce qu'un fonds de garantie est la seule solution à nos préoccupations, du moins la seule manière de régler le souci, je dirais, conjoncturel que nous connaissons avec le Covid-19. Je dirais que non. Je rejoins en cela à la fois son Excellence et Daniel, en disant que c'est un écosystème qu'il faut bâtir et encourager. En l'occurrence ici, sur ce slide, vous voyez un petit peu les quelques chiffres clés qui permettent un petit peu de comprendre ce que représente notre activité aujourd'hui. Par la mise en place et l'action du fonds, nous sommes aujourd'hui présents dans 44 pays sur le continent. Nous sommes dédiés à l'Afrique et nous pouvons nous targuer, si vous voulez, d'avoir bénéficié d'un effet de levier, fait bénéficier aux banques en particulier de notre couverture, qui est une couverture généralement à 50%, pour qu'elles puissent ensuite, effectivement, jouer plus pleinement leur rôle auprès des PME et des PMI du continent. Si nous passons au slide suivant, vous voyez l'ensemble de nos partenaires. J'ai entendu parler de l'AFD tout à l'heure, effectivement, c'en est un, la Banque africaine de développement, le Fonds nordique. Chacun de ces partenaires, je citerai le DANIDA, je citerai AECID, KfW et IFU, ainsi que la BOAD. Mais tous ces partenaires ont eu effectivement comme seul souhait de nous voir travailler sur ce fossé qu'il y a entre les banques en général et les PME. Ayant été un acteur du secteur bancaire en RDC, nous avons fréquemment été confrontés à cette difficulté qu'il y a à apporter des produits qui soient, je dirais, adaptés aux besoins des PME dans le pays. Donc, c'est une préoccupation qui était partagée par nos partenaires et qui nous a permis de bénéficier de leur soutien. Sur l'ensemble du continent, on estime qu'aujourd'hui, les PME ont des besoins qui se montent à environ 200 milliards de dollars annuels. C'est énorme. Environ 20 millions sont satisfaits par les institutions financières et les banques, 20 milliards, je veux dire.
mais il reste quand même cet immense déficit et la question reste et demeure comment arriver à combler ce déficit. Lorsque nous essayons de décomposer justement les différents aspects, les différentes composantes de ces déficits, on a d'abord un déficit d'information. Ça a été abordé avant moi. Les banques ou les institutions financières de manière générale vont avoir du mal à obtenir des informations claires et suffisantes pour fonder leurs décisions de crédit. En face, vous aurez des difficultés aussi de la part des PME, leur générale méconnaissance des exigences bancaires. Et fait allusion aussi à un déficit de ressources. Comme vous le savez, généralement, nous avons des ressources disponibles courtes, alors que les besoins de l'économie, quand on pense à d'immenses chantiers tels que ceux de l'infrastructure notamment, peuvent demander des décennies de financement. Donc, il y a un déficit certain à ce niveau-là. On a parlé de collatéral tout à l'heure et les sûretés sont une véritable difficulté dans la mesure où les banques vont exiger des garanties robustes, parfois au-delà, bien souvent au-delà de 100% de l'assistance financière ou de la demande des entreprises. Et bien sûr, en face, vous avez des entrepreneurs qui ne sont pas en mesure d'apporter une telle réponse. On a parlé d'incompétence tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais incompétence c'est peut-être lourd, mais en tout cas, un déficit de compétences est peut-être plus juste. Et enfin, la perception très élevée du risque des PME, tant du côté des financiers eux-mêmes, et bien sûr, cela affecte les PME dans leur capacité à bien sûr entrer en lien avec les institutions financières. Je voulais aussi mettre en avant ici la problématique particulière tant des jeunes que des femmes. Et effectivement, l'État met en place des solutions en ce sens, mais ça reste une zone d'intérêt pour nous et d'action première. Donc, voilà en quoi se résume pour moi le déficit général dans cet espace. Le fonds de garantie, en fait, aujourd'hui, le slide suivant, si nous pouvons y aller, permet un petit peu de visualiser pour nous. $1 de capital nous permet d'avoir un effet de levier, littéralement, qui donne un impact environ 8. Donc, on a 8 fois l'impact de ce que l'on a pu mettre dans un fonds de garantie bien géré. Écoutez, je voulais souligner, on a parlé tout à l'heure, M. Kavoul a parlé de l'importance de tirer les leçons du passé pour construire un fonds de garantie qui ait toute la robustesse, toute la solvabilité, la crédibilité qu'il faut pour jouer son rôle efficacement dans l'écosystème financier dans lequel il devra s'adapter. Le AGF, le fonds de garantie AGF, est un fonds qui est aujourd'hui raté AA- par Fitch. Je le souligne parce que c'est pour nous, quelque part, un concentré de ce qui justifie notre existence aujourd'hui et fait de nous la première institution sur le continent dans notre domaine. Et qui fait que nous disposons des capitaux qui nous viennent de la part des principaux partenaires au développement, mais aussi nous faisons du blended finance, c'est-à-dire que nous allons avoir des capitaux tant privés que venant du secteur public. Nous avons, pour revenir sur cette dernière page, il s'agit essentiellement des différentes formes d'intervention que nous prenons dans l'environnement africain de manière générale. En 2 catégories, vous verrez que d'une part, nous avons bien sûr des produits de garantie. Les produits de garantie de levée de ressources sont essentiellement notre assistance auprès des banques elles-mêmes et institutions financières. Les banques lèvent des ressources sur les marchés internationaux, généralement venant à des coûts assez importants. Notre présence à leur côté permet de mitiger et de cadrer un petit peu cette charge financière, de la garder dans des proportions acceptables. Les garanties de prêt viennent sous différentes formules. Nous l'apportons auprès de pas mal d'institutions, y compris d'ailleurs en RDC en ce moment. Plusieurs banques travaillent avec nous. Nous avons aussi des garanties de capital. Lorsque des venture capitalistes et des private equity viennent participer à l'économie ou veulent entrer au capital de structures basées sur le continent, nous venons à leur côté et nous leur apportons une garantie qui leur permet,
en cas de sortie, de pouvoir retrouver une partie de leur mise. Et enfin, sous différentes formes, nous avons tout ce qui correspond au développement des capacités auprès des institutions financières comme auprès des PME elles-mêmes. L'idée derrière ça, et c'est un apport que nous faisons, nous avons des dotations spécifiques pour cela, et nous le faisons pour justement pallier à des déficits de compétences au sein des institutions financières pour les pousser à développer leur appétit pour les PME et bien entendu aussi du côté des PME elles-mêmes pour que l'expérience de la levée de fonds soit poursuivie par une gestion rigoureuse des ressources qui sont mises à leur disposition. Donc voilà un peu en quelques mots un aperçu sur notre organisation. À votre question initiale, encore une fois, oui, je pense qu'un fonds de garantie a bien entendu un rôle très important à jouer pour, je dirais, rétablir une balance intéressante. Si on veut aujourd'hui réussir le challenge, notamment de la sous-traitance en RDC, en tant que banquier au Congo, je l'ai vu, on était fréquemment dans des postures où les différents acteurs auxquels nous apportions notre assistance ou qui souhaitaient notre assistance n'étaient pas en mesure d'apporter les collatéraux nécessaires pour pouvoir bénéficier de nos services. Donc, un fonds de garantie dans ce genre de cas de figure est forcément un apport réel dans l'activité elle-même. Merci beaucoup, Eric Mboma. Merci de tout cet exposé combien clair et probablement que tu devrais organiser ici une journée porte ouverte pour montrer aux opérateurs économiques et à l'État congolais la pertinence de l'instrument dans lequel tu évolues en ce moment et la force que cela peut avoir au niveau de l'économie congolaise. Et tu es revenu de manière assez régulière sur la question du risque des PME, de la perception, mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a un véritable besoin d'éducation financière, d'éducation économique, d'éducation à l'investissement. Et je vais justement, en passant par Mamie Kalonda, justement, insister sur l'inclusion financière, insister sur l'inclusion économique, mais également l'inclusion à l'investissement. On a toujours tendance à penser que pour investir, il faut être riche. Ceci dit, je voudrais directement passer la parole à Madame Mamie Kalonda pour qu'elle nous tienne compte de cet aspect des choses. Le fonds de garantie donne beaucoup d'opportunités pour pousser l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Pour commencer, si on regarde quelques chiffres de certains marchés de Kinshasa, juste en regardant le marché des Ziguida, Gambela, Liberté, Selembao et Grand Marché, nous nous retrouvons avec plus de 28 000 vendeurs. Donc, en moyenne, 5 000 vendeurs par marché. Ceci veut dire que le rôle que le fonds de garantie des prêts peut jouer est vraiment énorme parce que ces fonds vont faciliter l'accès aux prêts des micro-entrepreneurs. Si on voit notre slide 3, ça facilite le prêt aux micro-entrepreneurs. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'avec les photos que vous pouvez voir sur le troisième slide, la plupart de nos micro-entrepreneurs, oui, allez-y, le slide suivant, oui. La plupart de nos micro-entrepreneurs ont besoin de ces fonds de garantie. Et quand on regarde la population active de la République démocratique du Congo, elle est constituée de micro-entrepreneurs qui sont bien éligibles au crédit. Et les fonds de garantie facilitent cet accès au crédit, surtout à des personnes qui sont non éligibles, sans sûreté et des personnes qui représentent un risque pour les institutions financières. Les fonds de garantie couvrent une partie de la dette contractée par les clients et diminuent ainsi le risque de pertes dues aux impayés. Le fonds de garantie permet de prêter à des taux réduits. Vu que l'aspect risque sera réduit, il y a beaucoup de possibilités que le taux d'intérêt soit réduit. Donc, si le fonds de garantie est bien ciblé, ça peut aider les IMF à prêter à plus de personnes et octroyer de prêts
qui vont avoir une croissance et en volume et en nombre. Et si nous regardons le slide suivant, il y a le besoin. Les IMF veulent accroître leur portefeuille. Monsieur Al venait de parler de l'inclusion financière. C'est cette croissance qui va apporter l'inclusion financière parce que ça nous donne l'opportunité de servir de plus en plus de personnes. Et quand nous servons de plus en plus de personnes, ça donne des profits. Et quand il y a profit, il y a pérennité des affaires. Et quand il y a pérennité des affaires, il y a moins de risques que les IMF disparaissent. Et du côté du micro-entrepreneur, il aura accès facile et non exclusif au financement. Il y aura plus d'opportunités pour accroître leur business. Il y aura plus d'opportunités pour améliorer leur niveau de vie. Il y aura plus d'opportunités pour créer de l'emploi. Ainsi, on peut créer ce qu'on appelle la satisfaction du client. Et cette satisfaction du client, si c'est bien ciblé, le fonds de garantie des prêts peut aider les IMF à inclure les populations exclues, à améliorer le niveau de vie et, comme l'a si bien dit M. Al-Kitenge, notre taux d'inclusion financière va augmenter et nous allons améliorer le niveau de vie de la population. Pour le sujet d'aujourd'hui, il m'a été demandé de voir un modèle approprié pour la RDC. Le fonds de garantie, oui, c'est un besoin, c'est une réalité qui doit être vécue en République démocratique du Congo, mais il faut un modèle approprié pour que ces fonds de garantie puissent marcher. M. Kavula a parlé des expériences antérieures et il a déploré le fait que ces expériences n'ont pas donné de bons résultats. Mais pour qu'il y ait de bons résultats, il nous faut un modèle approprié. Et le slide suivant nous donne quelques aspects. Les minimums, ce n'est pas exhaustif, mais c'est quelques minimums qui soient importants. Donc, il faut qu'il y ait un bon choix des gestionnaires dans le fonds. Il ne faut pas donner les fonds à n'importe qui. Monsieur, tout à l'heure, je pense que l'un des intervenants a parlé de la bonne gouvernance. Donc, il faut donner la gestion de ces fonds à des personnes qui maîtrisent bien les normes de bonne gouvernance. On ne peut pas donner à n'importe qui. Le deuxième aspect, il faut gérer ces fonds avec professionnalisme. Et le professionnalisme doit être un point qui doit être respecté par tous les acteurs et ce, sans exception. Donc, quand on a les fonds de garantie, on veut bien gérer les risques, eh bien, il y a besoin de professionnalisme, il y a besoin de bonne gouvernance et beaucoup de discipline. Troisièmement, une solide assistance technique doit être disponible pour atteindre les cibles, pour atteindre les objectifs. Surtout, ne pas faire le fonds de garantie par défi, parce que le président de la République a parlé de fonds de garantie, que je le fasse. Parce que je suis une institution qui doit pousser l'inclusion financière, je le fasse. Non, il faut qu'il y ait un objectif. Et cet objectif doit être bien défini. Donc, le modèle approprié des fonds de garantie doit lier la clientèle cible aux produits et les outils de livraison appropriés. Donc, tu ne peux pas donner le fonds juste parce qu'on a servi quelqu'un qui vend, je ne sais pas, qui est dans la friperie, tu lui dis, OK, je vais te soutenir pour accroître l'agriculture en RDC. Non, il faut bien cibler la clientèle. Tu veux aller dans l'agriculture, il faut y aller avec les gens qui sont actifs dans l'agriculture. Tu veux soutenir, comme j'ai vu pendant la période de confinement, une institution qui voulait aider à transporter les produits des agriculteurs. Et je voyais qu'à Kinshasa, il n'y avait pas de produits et que du côté des Congo central, les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas d'acheteurs. Donc, il faut bien cibler la personne. Tu veux donner le fonds de garantie pour aider quelqu'un à aller de l'avant, mais il faut bien cibler. Parce que si tu donnes à la personne qui ne maîtrise pas le marché, ce modèle ne sera pas approprié. Ce modèle ne va pas aider pour que les choses soient un succès.
il faut mettre en place un bon système de gestion de risque. En avant, dès le début, le système de gestion des risques doit être bien défini. Avant de décaisser le fonds, avant de donner les crédits à qui que ce soit, il faut bien gérer les risques. Parce que si on ne les gère pas bien, les clients, tout à l'heure, on a parlé des clients qui vont être satisfaits, qui vont améliorer le niveau de vie. Mais si le système de gestion des risques n'est pas bien analysé, au lieu d'aider les clients, on va plutôt détruire ces clients. Vous allez donner un crédit de 10 000 à quelqu'un alors que la personne est en mesure de rembourser seulement 5 000. Ce n'est pas parce qu'il y a un fonds de garantie qu'il faut donner le crédit n'importe comment. L'aspect analyse, la capacité de paiement doit toujours être analysée parce que ça donne au fait la chance à ce que ce fonds de garantie soit recyclé. Parce que si vous donnez à un client qui rembourse correctement, ces fonds peuvent servir pour donner à un autre client. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont éligibles, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès. Et donc, mettre en place un bon système de gestion des risques va aider à recycler même ces fonds de garantie pour que ça puisse atteindre plus d'une personne. Il faut créer les synergies des communautés, les synergies des entreprises, une synergie qui permet à ce qu'on puisse atteindre la cible, l'objectif de la manière la plus efficace possible, une création de synergies pour aider les communautés à bénéficier de ces fonds. Tu arrives dans une communauté, il y a des gens qui vendent des produits agricoles, il y a aussi des personnes qui sont dans les transports. Vous pouvez aider la même communauté parce que c'est plus facile, la personne qui est dans le même village, qui est dans la même ville, de prendre ce bien pour aller le servir dans une autre ville. Et là, ça va aider, cette synergie va aider à ce que l'ensemble de la population se retrouve. Et le fonds de garantie ne sera pas seulement bénéfique à la personne qui a reçu ces fonds, mais ça va être bénéfique aussi à la communauté parce que les transporteurs vont retrouver son compte, parce que la personne qui vend la marchandise autre que ce que le client a bénéficié pour le code va aussi se retrouver. Et donc, un modèle approprié demande mettre en place tous ces éléments. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas exhaustif, on peut en ajouter, mais il est très important de mettre des fondations solides, de mettre une bonne gouvernance et surtout de choisir des acteurs qui sont professionnels, qui sont compétents et qui maîtrisent la gestion des risques pour atteindre cet objectif d'aider les Congolais à améliorer les niveaux de vie. Voilà, Monsieur Hall, ce que je pouvais dire par rapport au modèle approprié pour le micro-entrepreneur de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mami Kalonda. On retrouve chez vous ce besoin de rigueur, ce besoin de force dans la gouvernance, qui du reste est tout à fait normal. Et Carlos, il me semble qu'il nous manque autour de cette table un entrepreneur, quelqu'un qui devrait venir nous dire « Prenez le risque sur moi, même si je ne corresponds pas aux préacquis ou prérequis tels que perçus par les banquiers en matière de risque. » Et j'espère en passant que le ministre nous donnera l'opportunité de comprendre que cet instrument va nous permettre d'aller au risque perçu, au-delà du risque perçu, pour nous permettre d'aller là où il y a des activités économiques potentielles et pour lesquelles il faut de toute façon, avec ou sans chiffres, prendre des risques, comme je le disais tout à l'heure, dans le cas de ce qu'on fait actuellement avec le programme volontariste dans le secteur agricole. On a reçu à peu près 6 ou 7 questions, je vais vous les lire très rapidement. C'est Ernest qui demande à son Excellence, Monsieur le Ministre, est-ce que le FOGEC a une orientation spécifique pour les jeunes? La deuxième question vient de Philippe en disant, nous sommes en pleine crise de Covid-19, à quoi servira un fonds de garantie s'il n'y a pas d'offres locales et quels sont les coûts d'accès pour les entrepreneurs à cet instrument? Et un troisième citoyen qui pose une question en disant, sans infrastructure, comment pensez-vous que nous pourrons être en mesure de pouvoir remonter l'économie malgré les instruments que l'on met en place?
Et il y a une dame qui s'appelle Annie qui, elle dit, est-ce qu'il y a un volet spécifiquement pour les femmes? Et il y a Zelinda qui dit, est-ce que peut-on soutenir une entreprise américaine qui désire travailler en République démocratique du Congo grâce à cet instrument de garantie? Et à la fin, j'ai Gisèle qui me dit quels sont les critères d'éligibilité pour être en mesure d'accéder à cet instrument financier. Et je vais vous laisser libre de pouvoir lever la main et prendre la parole parce que nous n'avons plus que 15 minutes pour terminer, 10 minutes plutôt pour terminer cette conversation. Je vais vous demander d'intervenir de manière assez rapide. Je vais commencer par son Excellence, Monsieur le Ministre, et puis ce sera libre parcours. Merci beaucoup pour toutes ces questions qui ont été formulées. Je note que la sonorisation pose quelques problèmes. Je n'ai pas retenu les noms de ceux qui ont posé des questions. Alors, je vais commencer par l'élément risque. C'est très important de savoir qu'en fait, une des premières problématiques qui vont être rencontrées par la mise en œuvre de ces fonds, c'est justement la problématique de la réduction des risques. Laquelle problématique est à la base, bien sûr, aussi du niveau des taux d'intérêt que les banques pratiquent. Et donc, à partir du moment où les risques sont partagés, ben, il est évident que chacun des acteurs se sent plus à l'aise là-dedans. Mais attention, il y a un fonds de garantie, cela ne signifie pas qu'on va donner à tout vent les crédits sans tenir compte d'un certain nombre de critères et de conditions. Et c'est pour cela que je voudrais répéter le fait que nous avons mis en place ces fonds de garantie à ce jour sous forme d'un établissement public parce qu'il va collecter, il va mobiliser les fonds. Mais la gestion de ces fonds-là va être faite par les institutions spécialisées qui sont qualifiées en la matière et qui sont normées, qui vont le faire selon les règles prudentielles classiques. Et donc, c'est peut-être à court ou à long terme que ces fonds pourra prendre la forme vraiment d'une société anonyme, bien sûr, avec le partenariat d'autres privés pour vraiment se muer en une société anonyme, une société commerciale pouvant à ce moment-là devenir une institution financière spécialisée. Mais parce que le besoin est là, aujourd'hui, le besoin il est plus que pressant, il est encore davantage après Covid. Et donc, il fallait créer un instrument rapidement qui puisse collecter et faire en sorte que les organismes qui sont spécialisés puissent travailler avec les normes et les exigences de gestion qui sont tout à fait rigoureuses. Alors, en ce qui concerne... Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je suis bien obligé de vous couper la parole pour donner un petit peu la parole aux autres. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et il y a une très grosse pluie, c'est pour ça que mon micro pose un petit peu problème. Eric Mboma, le temps de revenir à Mme Mamie Kalonda, nous reviendrons sur le ministre après. Oui, je me souviens d'une question posée sur les femmes, je pense. Et ce que j'allais dire à ce sujet, c'est que la BAD et le G7, par exemple, ont mis en place une solution récemment. Du moins, ils nous ont demandé de mettre en place une solution sur un plan pratique pour pouvoir donner accès à environ 3 milliards de dollars de financement aux femmes en général. Parce qu'on reconnaît que c'est elles généralement les plus entrepreneuses, les meilleurs entrepreneurs en général. Elles ont pour caractéristique notamment aussi de rembourser leurs prêts de manière quasi systématique, mais je crois qu'elles n'ont pas généralement accès à des prêts substantiels. Donc, nous travaillons en ce moment à la mise en place d'une solution de cet ordre qui est censée être sur le marché dès le début de cette année. Donc, de ce point de vue-là, nous pourrons soutenir les institutions financières qui nous en auront fait la demande. Là, je parle du fonds de garantie AGF auquel j'appartiens. Et je venais aussi un peu en écho à ce que Mamie Kalonda a dit tout à l'heure. La gouvernance est essentielle et c'est le seul moyen d'arriver à avoir un instrument périn
au Congo et qui sera susceptible effectivement d'apporter le soutien nécessaire au secteur. S'il y a une question spécifique, je la prendrai, mais je ne sais pas si… Tout de suite, je vais passer la parole à Mme Mekalonda pour son intervention et je reviens sur le ministre. Oui, il y a un intervenant qui a parlé de volet femmes. Avec le FPM, ASBEL, nous avons déjà en place un fonds de garantie. Que ce fonds n'est pas au niveau du fonds dont le ministre a parlé, mais nous avons quelque chose pour les femmes. Et donc, nous encourageons toutes les femmes de ne pas hésiter, de venir à Finca. Et dans le cadre des fonds de garantie, il y a quelque chose qui soutient les femmes pendant cette période de COVID-19. Par rapport aux critères d'éligibilité, je demande seulement à tous les Congolais qui me suivent qu'à chaque fois qu'on prend crédit, pensez votre capacité de remboursement. C'est ça la première grande chose qu'il faut toujours regarder. Est-ce que vous êtes en mesure de rembourser? Parce que fonds de garantie ne veut pas dire don. Vous allez prendre le crédit, vous allez rembourser et vous allez donner la chance à d'autres personnes de bénéficier de ces fonds de garantie. Voilà ce que je pouvais dire, M. Al. Excellence, Monsieur le ministre, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Je voudrais juste vous redonner l'opportunité de terminer votre phrase. J'ai cru comprendre qu'on m'a retourné la parole pour aborder les autres questions. Alors, je pense que si l'orientation spécifique femmes jeunes, la réponse a été donnée en ce qui concerne les femmes, mais en ce qui concerne les jeunes aussi, dans les modes opératoires d'IFOGEC particulièrement, évidemment, les jeunes seront beaucoup plus encouragés avec bien sûr, l'appui des agences qui vont gérer ces fonds. Et je pense qu'aujourd'hui, la photographie de notre entrepreneuriat en termes d'acteurs, il y a une bonne portion de la jeunesse qui représente d'ailleurs 63% de notre population. Et je pense qu'il faut regarder dans les documents opérationnels, il y a vraiment des encouragements et des incitations pour les jeunes et même qui vont aller au-delà du simple de la garantie, qui vont même sur les volets fiscaux. Et les femmes et les jeunes, sur les volets fiscaux, il y a des incitations à l'entrepreneuriat. Alors, en ce qui concerne les infrastructures, on a dit comment remonter l'économie sans les infrastructures. Évidemment, c'est une question classique. Il y en a qui disent entre la route et la production, il faut commencer par quoi? Il faut agresser tout ça à la fois. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore toutes les infrastructures que nous n'allons pas mettre en place un fonds de garantie. Parce que si nous avons un fonds de garantie qui fonctionne, bien sûr, les besoins vont créer la possibilité de satisfaire à des questions de routes et d'infrastructures. C'est important d'avancer sur tous les volets. Bien sûr, on n'avancera pas toujours avec la même vitesse, mais il est important que chacun de nous fasse ce qu'il doit faire. Alors, les volets spécifiquement, en ce qui concerne une entreprise américaine qui voudrait venir au Congo pour entreprendre, est-ce qu'elle peut être… Mais bien sûr, il y a les conditionnalités qui seront prescrites. Si cette entreprise ou l'entrepreneur satisfait des conditions qui sont prescrites pour bénéficier d'un financement, et pourquoi pas? Parce qu'il faut finalement savoir que c'est l'addition de l'activité économique qui est faite dans notre pays qui est intéressante, qui est beaucoup plus intéressante. Finalement, l'impact sur le social et l'économie, c'est en RDC, c'est ici. Bien que ce soit pour l'entrepreneuriat dont on parle national, mais à partir du moment où ça s'est fait dans notre pays, c'est un entrepreneuriat qui nous intéresse parce que ça sera une sommation sur notre PIB. Et dans tous les cas, nous pensons qu'il est vraiment important à ce jour que les institutions financières qui sont là, qui sont déjà habituées à gérer cela, puissent apporter leur soutien et leur appui au gouvernement qui, lui, n'entend pas du tout gérer. Pour une fois, je pense que pour ceux qui ont insisté sur le fait qu'on doit éviter les erreurs du passé, ils sont bien servis. Vous n'avez pas en face de vous un gouvernement qui entend s'immiscer dans la gestion de ces fonds. Le gouvernement voudrait vous confier à vous la gestion de ces fonds, mais ce sera à vous de nous rendre compte du différentiel ou de la différence que vous allez faire entre aujourd'hui et tout ce qui n'a pas marché hier. Et nous allons rendre compte, bien sûr, au niveau les plus élevés, sur le bon fonctionnement de ces fonds.
Bien sûr, c'est une œuvre commune, mais nous vous donnons les véhicules, nous disons voici les fonds qui sont collectés. Et parfois, parce qu'il y a des réformes qui vont venir avec la loi sur l'entrepreneuriat, l'artisanat et les startups, il y a peut-être d'autres prélèvements qui pourront se faire, mais qui ne pourraient être faits que par un établissement public, qui, lui, ne va pas franchir la ligne en ce qui concerne la gestion, doit mettre à la disposition des agences que vous êtes. Et je pense que vous êtes très bien qualifiés et outillés pour ça. Pour que je laisse le temps aux autres derrière. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. J'insiste que vous êtes avocat, c'est bien normal que vous parliez un peu plus que tout le monde. J'ai ici un certain nombre de questions, je vais les survoler. C'est des questions que nous avons reçues avant la conférence, mais il y a une grande partie dont les réponses ont été données. Une question qui dit, par exemple, juste pour savoir si les fonds de garantie vont être gérés par l'OPEC ou par la FEC. Une autre question, à quand la mise en place du prochain fonds de garantie? Une autre question, comment avoir ce fonds de garantie, ce fonds économique au niveau des provinces? En effet, je suis basé en province et cela m'intéresse de savoir comment on pourra financer les entreprises en province. Une autre question, c'est au-delà des discours et théories, quelles sont les mesures concrètes prises pour soutenir le choc dû à la Covid, mais des mesures pour relancer l'activité économique? Une autre question, comment faire pour avoir un financement pour lancer ma société de fabrication de craies scolaires? Ma question s'adresse à Madame Mami de Finca. J'aimerais savoir si la conférence est payante. La réponse est non. Pouvons-nous intégrer les échanges de la situation de start-up et le financement des projets agropastoraux, la recherche et l'éducation? Toutes ces questions ont trouvé une partie de leur réponse, mais la bonne chose, la bonne information, c'est que cette conférence sera postée sur un drive et elle pourra être téléchargée et nous pourrons continuer les discussions un peu après. Il nous reste quelques 3 minutes parce qu'on a commencé avec 3 minutes de retard. Il nous reste 3 minutes. Je vais vous laisser à la volée la possibilité de prendre la parole, mais j'aimerais bien qu'on réserve 1 minute et demie à Carlos pour être en mesure de clôturer cette conférence. Si quelqu'un a quelque chose de pertinent à dire, il lève la main et il peut parler immédiatement. Oui, Eric. Je me lance un peu pour dire que la Banque centrale a aussi un rôle très important dans cet exercice, dans la mesure où le rôle des fonds de garantie est aussi de permettre aux banques de libérer davantage d'equity, c'est-à-dire leur capacité de prêt s'accroît si la Banque centrale est bien sûr satisfaite du profil du fonds de garantie soutenant le bilan de la banque. Donc, c'était juste un aspect qui était, à mon sens, important à soulever. Merci beaucoup. Avant de passer à Carlos, nous avons un sondage qui va être fait tout de suite, qui va être lancé auprès des internautes qui nous suivent afin qu'ils répondent à un certain nombre de questions. Il leur est demandé de répondre à ces questions. Ça nous permettra de connaître plus ou moins la tendance générale. La première question, c'est quel est selon vous le plus grand défi des PME en RDC? Il y a eu une panoplie de réponses. Et la deuxième question, c'est selon vous, qu'est-ce qui rend difficile l'accès au crédit auprès des banques aux institutions financières? Et la troisième question, c'est afin d'être efficace et impactant auprès des PME, quel est le facteur majeur qu'un futur fonds de garantie devrait prendre en compte? Donc, nous aurons donc le point de vue des internautes, les gens qui nous ont suivis, qui viendra bien sûr accompagner l'ensemble des éléments qui ont été ceux qui ont été donnés par les différents panélistes. Et je revois Daniel Kavoula qui vient de rentrer dans notre conférence. Je ne sais pas s'il a quelque chose de très particulier à dire. Théoriquement, nous devrions avoir des vidéos à passer. Je ne sais pas si la technique les apprête et qu'elle désire les passer. Il faudrait juste me le dire. Et en ce moment-là, nous sommes en train de nous acheminer très rapidement vers la fin du temps qui nous a été imparti pour discuter de ces questions importantes de fonds de garantie en cette période de Covid-19. Alors, juste une petite projection à l'intention de ceux qui nous suivent. Excellence. En ce qui concerne les fonds de garantie que nous mettons en place, en projection, nous sommes à environ, lorsque tout cela sera à maturité, à environ 100 millions de dollars par an qui vont être collectés. Mais comme nous l'avons dit, les fonds de garantie, par définition, il n'est pas appelé à être dépensé. Il va garantir. C'est un levier. Donc, si nous nous comportons correctement, nous avons l'équivalent chaque année à peu près pas d'un PME, le programme qui est financé par la Banque mondiale. Et ça, c'est très important de pouvoir se structurer et s'organiser
autour d'un tel défi. Donc, on pourrait avoir annuellement un PADEM PME qui va couvrir les activités des PME. Donc, c'est très, très important de prendre au sérieux cette initiative et de faire en sorte que, bien entendu, au niveau de la gouvernance, tout soit réussi. Ça, c'était juste pour information. Dans ce cas, je suis Madame Emilie Nakonga, docteur en langue et littérature, professeure et directrice générale de l'ISP Gombe. Notre principal partenaire bancaire qui nous accompagne depuis plus de 3 ans et demi. Nous entretenons une très bonne relation à la fois financière et sociale. Financière parce que Access Bank nous octroie certaines facilités. Avec Access Bank, nous avons la garantie et l'assurance de conservation de nos fonds et un meilleur contrôle et suivi de nos dépenses. Avec Access Bank, nous avons ouvert un guichet avancé avec la possibilité d'ériger une agence d'Access Bank ici. Avec Access Bank, elle nous a permis le rapprochement et la disponibilité de services d'Access Bank sur place au sein de notre établissement, ce qui nous a permis de maximiser nos recettes et de les canaliser vers nos comptes qui sont logés dans Access Bank. Avec Access Bank, il y a la collecte à temps réel de frais académiques, de frais d'enrôlement et de frais d'inscription. Avec Access Bank, il nous a octroyé un crédit qui nous a permis de terminer un bâtiment cette année avec 8 auditoires et la possibilité d'agrandir en fait notre capacité d'accueil avec 390 places assises pour cette année. Depuis que les Blancs sont partis, c'est la première réalisation d'avoir un bâtiment de 2 niveaux et c'est grâce à Access Bank que nous avons pu le terminer. Des fois difficile à entendre et à comprendre, mais c'est ça la réalité de la République démocratique du Congo. Carlos Kalambayi, vous avez la parole pour prononcer votre mot de la fin et clôturer cette conférence, ce débat que nous avons eu en ligne. Merci beaucoup, Al. Merci à son Excellence, Monsieur le Ministre. Merci à tous les panélistes et surtout à tous nos participants. Je pense que ça a été très enrichissant et intéressant et important, non seulement pour les participants, mais je crois que c'est pour le pays entier en bénéficie. Et je sais que derrière, il y a pas mal de bailleurs de fonds, il y a pas mal d'investisseurs, pourquoi pas des technocrates, y compris les hommes politiques qui ont prêté oreille et qui ont compris les enjeux de ce fonds de garantie. Alors, j'ai bien compris que il y a les bases dans le pays pour pouvoir s'y mettre cette fois-là et corriger les erreurs du passé. Nous avons entendu le gouvernement avec toutes les volontés, qui a même dévancé avec plusieurs programmes. Nous avons aussi vu que la Banque centrale dit avoir un cadre général qui peut permettre le développement des fonds de garantie. On a aussi entendu notre cher Eric Mboma, expert en la matière, qui gère un grand fonds de garantie. Et pourquoi pas les acteurs financiers. Évidemment, Al, je suis d'avis qu'on n'a pas les entrepreneurs et la prochaine fois, on pourra se rattraper. Mais tout ce qui est sorti, c'est financement, accompagnement technique. Ça, ce sont les 2 mots-clés, mécanisme de partage de risques qui fait le pont entre les deux. Et je tiens à vous informer que nous, en tant que FPM, notre particularité, c'est ce bicéphalisme où nous avons le FPM SA qui est une entité de refinancement et nous avons le FPM ASBEL, géré par mon collègue Jean-Claude, qui est une entité d'assistance technique. Je disais, je rejoins monsieur le ministre qui disait qu'il faudrait une structure spécialisée, privée, et disposé à gérer avec professionnalisme ce fonds de garantie. Alors, nous avons plusieurs partenaires que vous avez vus tout au début et qui accompagnent le FPM en général, dont la KfW, nous avons Bio, nous avons Corded, nous avons l'Agence française de développement, nous avons le PNUD,
l'ambassade suédoise, l'UNCDF, qui sont partenaires du FPM de façon générale, où la technicité y est. Et nous sommes très disposés aujourd'hui à accompagner le gouvernement, les bailleurs de fonds et tous ceux qui ont cette volonté de pouvoir mettre en place un véritable mécanisme de partage de risques qui pourra réellement booster non seulement l'inclusion financière, mais accompagner les petites et moyennes entreprises qui restent le socle de développement de notre pays. Au nom du FPM et de son conseil d'administration, je tiens à vous remercier tous pour votre vive participation. J'ai dit et je vous remercie. Merci infiniment, Excellence, Monsieur le Ministre. Merci infiniment, Eric Mboma. Et merci infiniment, Carlos Kalambay. Merci infiniment, Daniel. Et merci infiniment, Mami Kalonda. Et merci à l'invisible Véronica Kayembe qui a assuré la traduction en anglais. Nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire et je voudrais, au nom de toute l'équipe du FPM, remercier tous les participants qui étaient en ligne avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.